Il m'est rarement arrivé de prier. Au début de septembre 2001, ma mère, qui pendant sa vie d'adulte avait tâché d'être mon père et ma mère, qui dans sa grande vieillesse aurait pu être ma fille, ma mère se mourait à l'hôpital de la petite ville de G. Il y avait des arbres énormes par sa fenêtre, une muraille de feuilles. Chaque journée de cette fin d'été était belle. Le soleil variait à n'en plus finir sur ce mur vert, sous les yeux d'une mourante qui avait aimé les arbres. Je la voyais chaque jour, mais quand j'arrivais le 7 septembre, je vis que ça y était. Mon esprit le vit. Mon cœur ne pouvait pas suivre. Elle râlait. Elle ne parlerait plus. Elle était entrée dans ce moment de l'âme errante que les Tibétains appellent le bardo. Je m'assis près d'elle et, au bout d'un moment que je suis incapable de mesurer, heure ou minute, je me levai en coup de vent, sortis et courus dans une librairie pour acheter des livres. Je pris le temps de choisir. Je revins avec le volume 23 de la carte archéologique de la Gaule romaine, le tome 2 des Dits et écrits de Michel Foucault dans l'édition Quarto, et un troisième livre que j'ai oublié. Quand j'entrai dans la chambre de ma mère, elle ne râlait plus. Elle ne respirait plus. Sa main que je pris était encore tout à fait tiède. L'infirmière appelée, ayant ratifié sa mort, on me laissa. Mon esprit seul était là et constatait, comme tout à l'heure. Les livres étaient bien sagement posés au pied du lit dans leurs petites pochettes, près des pieds des cadavres qui sont tout petits. La muraille verte était bonne à l'esprit. L'esprit était tiède, lui aussi, comme il l'est toujours. Je devais prier, appeler le cœur et l'âme que cette femme méritait. J'essayais une de ces choses apprises au catéchisme, sans doute le Notre Père. Je m'arrêtais très vite. Et puis, le texte, la prière s'imposa, venue de très loin, comme envoyée par un autre. Et je la dis haut, pour que la morte l'entende en quelque sorte. Frères humains, qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis, car si pitié de nous, pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous merci. Le cœur et l'âme accoururent. Je dis le poème d'un bout à l'autre comme il doit être dit, dans les larmes. Je me tins debout devant le cadavre de ma mère comme on doit s'y tenir, dans les larmes. Soudain, on ne bouge plus, ou à peine. Et pendant quelques instants, pendant la miette de temps qu'il faut aux petites paillettes de lumière pour se rabâcher sur la grande plaque chimique, Sitting Bull et Buffalo Bill se serrent la main. Le photographe disparaît derrière son rideau de théâtre et Sitting Bull sent une profonde solitude qui le repousse dans cette zone froide, abandonnée, où l'on se tient figé aussi longtemps que durent nos reliques. À cet instant, il oublie tout. Même ses frères morts, il les oublie. Les tipis, les champs, les campements, les longs voyages, il oublie tout. La rivière emporte ses souvenirs dans un grondement d'écume. Mais tandis que les rayons traversent la futaie, ce n'est pas seulement son buste raide, son profil durci et dénudé qui se pétrifie comme un grand vaisseau nostalgique. On dirait que là, dans cette photographie, quelque chose l'attendait. Il se tient à bout portant, dans la confusion de soi, devant le petit accordéon de cuir et le capuchon noir. Attention, la poire est levée, la main presse, par le petit trou, son âme le regarde. Poum! C'est fait. Les silhouettes du vieil Indien et de Buffalo Bill flottent quelques instants dans la gélatine parmi les atomes d'argent. Puis les voici fixés sur des cotillons de papier de 17 cm sur 12 pour l'éternité. Sur cette célèbre photographie, Sitting Bull et Buffalo Bill se tiennent la main pour toujours. Pourtant,
Non seulement cette poignée de main ne veut rien dire, ce n'est rien d'autre qu'un coup de pub, mais pour servir l'opération promotionnelle, le cliché devait témoigner de deux éléments contradictoires: la réconciliation des peuples et la supériorité morale et physique des Américains. C'est ainsi que sur cette photographie, Buffalo Bill bombe démesurément le torse afin de paraître plus digne. Il se tient très droit, la jambe gauche légèrement en avant, la tête haute, royale, toisant l'Indien. Sitting Bull, les yeux dans le vide, se contente de tendre la main. Le progrès triomphe. On les regarde un peu perplexes. J'ai commencé à écrire ce texte en grec. Mon dernier livre, comme tu le sais, je l'ai d'abord écrit en français. J'ai eu du plaisir à le rédiger, à parcourir de long en large le beau jardin du Luxembourg. J'ai néanmoins songé que c'était peut-être le dernier ouvrage que je composais dans cette langue, que j'étais en train de prendre congé de la France. Cela fait un moment, tu le sais aussi, que Paris ne m'inspire plus aucun enthousiasme. Il faut croire que tous les lieux finissent par lasser. Jadis, je voyais des personnages de romans partout. Je guettais le moindre bruit insolite, je me demandais, comme dans les romans justement, d'où ils venaient, ce qu'ils signifiaient. Les jambes des vendeuses me ravissaient, je soulevais toutes les jupes. Je prenais avec plaisir le métro. J'examinais les voyageurs, je cherchais à décrypter leurs mystères. Hélas, ce n'est plus le cas aujourd'hui. La présence des autres m'insupporte plutôt, je trouve qu'ils prennent trop de place. Je souhaite qu'ils descendent tous à la prochaine. Même les musiciens qui surgissent parfois dans le compartiment m'indisposent. Je constate d'ailleurs que les touristes, mis à part, personne ne les accueille avec bienveillance. Les usagers ordinaires les considèrent du même air maussade qu'ils se dévisagent entre eux. Ma mauvaise humeur est largement partagée en fait. Je suis peut-être devenu un vrai Parisien. Seuls les chômeurs qui font la manche suscitent encore ma sympathie. Ils tiennent leur petit discours, le dos appuyé sur la portière, le regard tourné vers le plafond du wagon, un peu comme on prie dans les églises. Leurs baskets sont en piteux état. Elles prennent sûrement l'eau les jours de pluie. Je leur donne d'autant plus volontiers une pièce que cela me permet de me démarquer de mes voisins. « Vous êtes des monstres », murmurai-je en fouillant dans mon porte-monnaie. Nombre de ces malheureux, la moitié peut-être, sont des étrangers. Ils prononcent les mots avec beaucoup d'application, comme si la moindre faute pouvait motiver leur reconduite à la frontière. Récemment, sur la ligne Boulogne-Austerlitz, j'ai croisé un jeune homme qui, lui, ne parlait pas un mot de français. Il s'est adressé aux voyageurs dans une langue totalement incompréhensible, d'un air parfaitement tranquille. Il ne se doutait apparemment pas que personne ne le comprenait. Même s'il avait parlé en français, personne ne l'aurait compris, ai-je pensé. J'ai eu l'idée que mon épopée parisienne pourrait s'achever par l'apparition d'un jeune homme à l'identité incertaine, usant de mots inconnus devant un public médusé. Médusé est un mot grec, bien sûr, comme épopée d'ailleurs. Aurais-je tendance à emprunter davantage au vocabulaire grec que ne le font en général mes confrères parisiens? Les mots grecs me remettent en mémoire que le français n'est pas ma langue maternelle. Ils me rappellent à l'ordre, en quelque sorte.